bien, bonsoir. Donc, je m'appelle Mathieu Chamagne. Je suis d'abord musicien, compositeur et artiste sonore. Mais en fait, c'est pas ça qui m'a amené à Bayonne. C'est plutôt un travail sur de l'image euh, que je fais en ce moment avec Patrick Defossé sur la pièce qui s'appelle CO2, cycle de leader, qui sera jouée donc samedi et dimanche à la scène nationale. Je vais vous parler un petit peu de mon boulot, euh, de différents aspects, et puis un peu plus en détail du travail sur cette pièce. Et puis bon, on peut échanger autour de tout ça en cours de route, on n'est pas obligé de garder forcément les questions pour la fin. Voilà. Ça fait une vingtaine d'années enfin, d'abord j'ai été pianiste, une formation plutôt de pianiste en musique jazz et musique actuelle. Mais depuis une vingtaine d'années, je me suis plutôt intéressé à musique électroacoustique, musique électronique. Et donc ça m'a amené à migrer vers d'autres instruments, plutôt des machines, des choses comme ça. Et très vite, je me suis senti plutôt le besoin de me fabriquer des instruments plutôt que de jouer d'instruments existants. Donc je me suis mis aussi à étudier différents outils de programmation, voilà, des manières de me fabriquer des machines pour jouer. Et je me suis intéressé beaucoup à la question du geste dans la musique électronique, de comment on peut interpréter ces musiques autrement que caché derrière un ordinateur ou en tournant des petits boutons et des petites manettes qui sont pas forcément des gestes vraiment instrumentaux ou qui à mon sens n'étaient pas vraiment des choses à montrer. Donc j'ai pratiqué beaucoup ce qu'on appelle la laptop musique, c'est quand on est musicien sur scène, mais on joue de l'ordinateur. Alors avec ces machines on peut faire toutes sortes de sons, toutes sortes de choses, il n'y a pas franchement même de limite à ça, mais par contre il n'y a pas forcément grand chose à voir. Donc je me suis assez vite occupé de comment je pourrais jouer de ces instruments autrement. Donc je travaillais avec des systèmes de capteurs, des systèmes de captation de gestes, à fabriquer des interfaces, des choses pour jouer de tout ça. Et puis ça s'est connecté aussi assez vite avec de la danse, avec ce qui se passe sur le plateau. Et parallèlement à ça, j'ai voulu aussi montrer euh, pas seulement le geste instrumental, mais aussi finalement ce qui se passe à l'intérieur des processus que j'utilise dans la musique et dans la composition. Je me suis mis petit à petit à montrer des choses en vidéo en même temps que je produis de la musique. C'était d'abord pour vraiment montrer les processus, montrer des algorithmes, des représentations assez basiques de tout ça. Et puis petit à petit, voilà, je me suis mis à travailler dans l'image, vraiment dans l'image temps réel. Je ne me considère pas comme vidéaste, parce que je ne fais pas du tout de film ou de montage ou de choses comme ça. C'est vraiment sur des procédés génératifs et interactifs. Et depuis quelques années, je développe aussi de plus en plus des installations interactives qui ne sont pas uniquement musicales, mais qui sont aussi de plus en plus des objets plastiques dans lesquels il peut y avoir de l'image et différentes formes d'interaction. Donc, par exemple, ce projet qui s'appelle Aperture, qui a été créé en 2015. Alors, c'est parti déjà d'une idée d'un instrument, justement à base de captation gestuelle, dans l'idée voilà, de comment finalement se déconnecter complètement d'un instrument et de ne plus garder que le geste sur l'instrument. C'est-à-dire il n'y a plus rien à manipuler, c'est le geste dans l'air qui est capté pour jouer des sons. Euh, un peu comme un thérémine. Vous voyez ce que c'est un thérémine? Donc voilà, c'était un peu l'idée, mais un thérémine, mais qui pourrait être un petit peu plus un peu augmenté et puis jouer autre chose qu'un simple oscillateur. Je vais vous montrer tout de suite après des petites vidéos de tout ça. Donc c'est ça joue plus ça. Là, tu as des capteurs où sur ceux-là en bas? Alors voilà, donc dans le dispositif, c'est un capteur un système de captation gestuelle qui s'appelle Leapmotion que j'utilise, qui est une espèce de caméra 3D qui va retranscrire très précisément les positions des mains et des doigts dans un espace, dans un volume en 3 dimensions. Et les cadres qui sont autour finalement servent déjà principalement à délimiter cet espace. C'est une sorte de repère. Et j'ai fini par ajouter des haut-parleurs à l'intérieur du cadre qu'on aperçoit sur tout ça, pour que le son vienne vraiment de là où on place les mains. Voilà. Et dans chacun de ces cadres, j'ai développé un système qui me permet vraiment de créer des volumes de son, et d'aller les placer à des endroits vraiment précis et d'aller les jouer par le geste. Je vais vous montrer une petite vidéo de tout ça.
petit extrait. Donc, ce dispositif que j'avais d'abord créé comme instrument, dont je joue aussi, je le présente sous forme d'une installation interactive. Donc, ce que vous avez vu là, il y a ces 3 cadres qui sont dans un espace, un petit espace d'exposition. Il y a un travail un peu sur la lumière aussi et sur la multidiffusion. Il y a aussi des haut-parleurs autour de tout ça. Et c'est le public qui est invité à venir découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de ces cadres. Donc il n'y a pas de mode d'emploi particulier, si ce n'est de dire qu'il y a des sons à l'intérieur de ça, c'est à vous de les découvrir. Donc dans chaque cadre, il y a des sons différents qui vont évoluer aussi au fil du temps. Donc les gens viennent et essayent d'en jouer, il n'y a pas de règles particulières, il y a simplement essayer de trouver les sons, trouver les gestes qui vont les révéler. Les capteurs sont simplement en bas? Les capteurs sont simplement en bas, mais ça capte vraiment à peu près le volume du cadre et aussi dans la profondeur. Ouais. Donc ça cadre vraiment la position des mains et des doigts très précisément dans tout ça. Le cadre vient délimiter Le cadre sert vraiment de repère par rapport à ça, ça délimite l'espace de jeu, exactement. On pourrait avoir aussi le capteur juste sur la table, mais ça a un rapport complètement différent au dispositif. À ce moment-là, on est en train de jouer dans l'air, on ne sait pas trop où on est. Et là, de la même façon que sur un peu n'importe quel instrument, que sur un violon par exemple, il n'y a pas vraiment de repère, mais on a au moins la longueur de la touche pour savoir à peu près où on en est. C'est un peu de cet ordre-là. C'est d'abord un point de repère spatial. Ça pourrait même être un cube plutôt qu'un cadre, mais enfin, en tout cas, le cadre était déjà plus intéressant scéniquement, en tout cas esthétiquement, à présenter comme ça. Je donne encore un petit extrait d'autre chose. Alors tout ça, donc ça, c'est des images plutôt de la version installation. Là, on voit soit moi ou du public qui passe par là, que j'ai capté, qui essaye des choses. Et c'est assez, pour moi, magique de voir ce qui s'y passe, parce que cet instrument qui ressemble pas vraiment à un instrument, invite à explorer tout ça, vraiment par le geste, sans trop se poser la question de mais je sais pas jouer de musique. Mais non, au contraire, n'importe qui peut essayer et ça marche très bien avec toutes sortes de publics. Je fais beaucoup ça aussi avec des enfants, avec des écoles de musique, et c'est un outil aussi pédagogique qui est assez précieux, je trouve, qui permet d'aborder la question de comment on joue de ces musiques électroniques, pour une fois sans passer par un ordinateur, sans passer par des machines qu'on connaît. Là, l'idée, c'est vraiment d'aller toucher du son.
ce qui me plaît aussi beaucoup dans cette façon de partager de la musique, c'est finalement une forme d'une installation, c'est d'inviter les gens à improviser ensemble. Je viens d'abord de là, avant de, même plus que de l'écriture de la musique électroacoustique, c'est plus par l'improvisation que je suis venu à tout ça. Donc c'est d'abord par le plaisir de jouer avec les sons et puis de partager des moments de musique, pas forcément écrite, au contraire, une forme de communication un peu autre. Et donc de pouvoir partager ça avec vraiment un large public, ça c'est assez excitant pour moi. Et ça marche plutôt bien, quoi. Les gens s'amusent beaucoup avec, il y a un côté très ludique et, et voilà, et assez instinctif, quoi. Jouer d'un instrument sans mode d'emploi qui en plus change en permanence. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de chaque cadre, euh, il y a des sons différents pour chaque cadre, mais ils évoluent avec le temps. Donc au bout de quelques minutes, ça passe sur autre chose. Les sons sont plus du tout au même endroit. Parfois, il faut faire des gestes percussifs pour les déclencher. Parfois, c'est des postures. Parfois, c'est vraiment le bout des doigts qui va déclencher des choses. On ne le sait pas à l'avance. Donc, on est un peu sans arrêt en train de devoir réapprendre à jouer de ce dispositif. Ce qui met dans un état un peu particulier. Comme ça, on n'est pas dans un confort du tout. C'est au contraire, il faut en permanence s'écouter et puis aussi se regarder. Le fait qu'il n'y ait pas rien à voir. Et par cette disposition un petit peu en prisme, comme ça, à trois faces, on a en face de soi simplement d'autres musiciens qui font aussi des gestes. Donc ça marche assez bien naturellement. Donc j'utilise aussi beaucoup pour faire des ateliers avec des petits, des grands, des musiciens, des non-musiciens. J'ai aussi créé une pièce pour ce dispositif qui est joué en trio. Donc cette fois avec vraiment trois musiciens qui connaissent l'instrument. Dans ce cas-là, ce dispositif est augmenté d'une palette, genre comme un iPad ou quelque chose comme ça, où chacun peut choisir exactement de quoi il va jouer, en sachant si on rappelle telle configuration, les sons sont à tel endroit, ça va faire tel genre de choses. Là, c'est une pièce qui s'appelle Frames, qui a été... Où est-ce qu'elle est? C'est encore un extrait. Voilà. Qui a été créée en 2016. Et qui continue à évoluer aussi, qui est en partie écrite, mais qui est quand même beaucoup liée aussi à l'improvisation sur ce genre de dispositif. Un autre boulot un peu plus récent, ça fait quelques années que je m'intéresse aussi beaucoup à explorer des espaces numériques, autant par le son que par l'image. Et donc forcément, je me suis un peu penché sur la question de la réalité virtuelle. Donc depuis 2 ans et quelques, je commence à explorer un peu tout ça, sans trop savoir ce que je voulais en faire. C'est-à-dire c'est voilà, un nouvel outil pour moi qui me paraît être assez révolutionnaire. Enfin, on peut vraiment s'immerger dans un espace numérique. C'est-à-dire, on n'est plus face à un écran ou face à des haut-parleurs. On peut vraiment avoir la sensation d'être à l'intérieur et de s'y déplacer. Donc ça, pour moi, ça change vraiment le rapport un petit peu à la façon de transmettre, enfin de s'immerger dans quelque chose. Et donc volume, c'est une installation aussi. Donc finalement, après différentes expériences, je vais vous montrer un petit peu des choses que j'ai tentées avec tout ça. Donc ça, c'est une installation que je viens juste de commencer à montrer, qui propose à des visiteurs d'évoluer à plusieurs avec des casques de réalité virtuelle sans fil dans un espace assez grand, parce qu'il s'agit d'une pièce de 30 mètres carrés, dans laquelle il y a des objets, toujours cette idée d'objets sonores qui était déjà beaucoup dans d'autres boulots que je ne vous ai pas montré, et dans Aperture aussi, l'idée d'aller jouer avec des objets sonores qu'on ne voit pas forcément dans ces cadres, ils ne sont pas là, mais ils ont bien un emplacement, une forme, mais on les découvre par le geste, par l'écoute. Là, dans cette installation, on peut aller les voir, ces objets. Alors, dans une certaine version, on peut aussi aller les toucher, on peut aussi aller les écouter avec une écoute au casque, avec un système de spatialisation qui s'appelle le binaural. Je vais expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Voilà, ça c'est alors quelques exemples plutôt d'expérience, on va dire, que j'ai fait ces derniers temps sur des modes d'interaction avec des objets virtuels, qui sont toujours des objets qui font du son ou qui représentent du son, et sur comment on peut interagir avec eux.
toi qui as fait tout, l'image, le son et le son. Oui. Ça, c'est la captation Alors, au casque. voilà, de ce qu'on voit dans le casque de réalité virtuelle. Pour capter les positions des mains, j'utilise le même type de capteur que ce que j'utilise dans les cadres. Donc, qui, cette fois, est monté sur le casque lui-même. Ce qui fait que quand on voit ses mains, ça montre ici une représentation de ce que captent les capteurs. On voit bien que ça prend vraiment les positions de chaque doigt, des mains, et en 3 dimensions. Donc on arrive à manipuler des choses dans tout ce qui se passe devant soi. Donc là, plutôt des exemples, voilà, c'est vraiment des expériences, hein, c'est pas des choses que j'ai montrées, enfin en tout cas pas sous forme d'installation, dans l'idée d'aller manipuler des choses, et ça offre plein de nouvelles perspectives sur manipuler des choses dans des espaces virtuels. Donc c'est des choses que je vais continuer à creuser dans l'idée de me fabriquer des instruments. Et ouais, alors, ça c'est les premiers un peu prototypes de choses que je voudrais montrer dans cette installation. C'est des bouts de sculpture que je fabrique avec des procédés plutôt génératifs. On peut aller voir en se déplaçant dans cet espace virtuel et qui sont liés aussi à du son. C'est les volumes qui sont tout seuls. Là, il n'y a pas d'interactivité, c'est simplement aller écouter des choses. Et c'est spatialisé au casque. Alors, quand on l'écoute sur des haut-parleurs, on a quand même une sensation un peu de stéréo. En écoutant ça au casque, c'est un procédé qui s'appelle le mixage binaural. Vous connaissez ce truc? Je reviens là-dessus juste après. Le programme que tu utilises pour ça, c'est quoi? C'est Max essentiellement. Tout ça, Ça, c'est Max, ouais. Donc il y a de la réalité virtuelle visuelle, bien sûr, mais tout ça, c'est aussi une exploration de la réalité virtuelle sonore. Alors, justement, ce fameux mixage binaural, c'est un procédé qui permet de retranscrire, quand on fait une écoute au casque de quelque chose, de positionner des sons dans un espace vraiment en 3 dimensions. De donner la sensation qu'un son n'est pas seulement à gauche ou à droite, mais peut être aussi devant, derrière, en haut, en bas, et plus ou moins éloigné de soi. Et ça, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, le mixage, ou en tout cas l'encodage binaural, ou l'enregistrement binaural. On peut le faire même avec des sources naturelles, en se positionnant des micros dans les oreilles. Et si on écoute un enregistrement qui a été fait avec des micros vraiment placés dans les pavillons, on a cette sensation, puisque naturellement la tête dans laquelle on aura mis les micros va filtrer les enregistrements de façon naturelle. C'est-à-dire que c'est nos oreilles et surtout notre morphologie qui nous permet de dire qu'un son est devant ou derrière ou passe d'un côté à l'autre. Parce que nos deux oreilles, finalement, ce ne sont que 2 micros, mais la façon dont les sons sont filtrés et dont nous parviennent, c'est ça qui nous permet de les localiser. Donc il y a des procédés qui permettent de simuler ça. Et on peut positionner une source virtuellement un peu n'importe où autour de soi. Alors quand on écoute ça en étant un peu immobile dans sa chaise, ça peut fonctionner selon les cas. Mais par contre, dès qu'on commence à bouger un petit peu la tête, on se rend compte que c'est une espèce d'image un petit peu fantôme, et puis que surtout que c'est pas lié à la position, à la façon dont on va écouter les sons. Alors quand on couple ce dispositif avec un système de captation des mouvements de la tête, comme c'est le cas en réalité virtuelle, on sait exactement où est le casque que porte le visiteur, eh ben, on peut en temps réel aller déplacer la source virtuellement dans un espace tridimensionnel, et là ça devient extrêmement réaliste. Alors dans ces installations, j'ai choisi de permettre à des visiteurs d'aller soit observer ces objets à l'aide de casques de réalité virtuelle sans fil, soit et de faire le même parcours
mais uniquement avec des casques audio. Donc ce qu'on voit là, on aperçoit deux casques de réalité virtuelle, et là trois casques sur lesquels sont montés des capteurs, qui sont les mêmes qui sont utilisés dans les casques de VR, qui permettent de localiser très très précisément la position de la tête de chaque auditeur, mais quand je dis très précisément, c'est vraiment au millimètre près, position et orientation. Ce qui fait que pour chacun, uniquement, enfin pour chaque casque audio, toute la scène sonore dans laquelle sont positionnés des sons à différents endroits est en permanence recalculée pour avoir un mix très précis et une simulation de la position des sons dans l'espace. Donc là, je l'ai montré, ben ça c'est très récent, c'était la semaine dernière que je présentais ça pour une première étape euh, dans un espace public. C'était lors d'un festival qui s'appelle Wonderland à Vendôme-les-Nancy. C'est une scène nationale. Et donc c'est un petit bout de galerie, comme ça, d'une trentaine de mètres carrés, où ben, j'ai trouvé ces plots d'exposition, ces petits bouts de présentoir. Donc j'ai fini par articuler quelque chose autour de ça. Donc dans l'espace réel, c'était simplement ça, c'était un espace vide avec juste ces objets représentés. Et les gens peuvent déambuler là-dedans, aller observer ou écouter les sons. Sans se cogner au sol. Et sans se cogner au socle, parce que vous allez voir dans l'espace virtuel, donc c'est pas du tout c'est pas la réalité augmentée, si on voit pas, une fois qu'on a le casque sur les yeux, on voit pas du tout le réel, mais dans l'espace virtuel, vous allez voir à quoi ça ressemble. J'ai remodélisé la galerie, enfin en tout cas une portion de cet espace, et la position des socles. Donc tout ça est cohérent, donc on voit très bien où ils sont, on peut tourner autour, s'en rapprocher, mais sans risquer de se heurter. Les casques flottants qu'on aperçoit là, ce sont les autres visiteurs. On voit seulement la tête, puisque ce n'est que ça qui est capté d'eux. Mais donc ça permet déjà pour ceux qui ont les casques de réalité virtuelle de aussi pas rentrer en collision avec les autres visiteurs. Donc voilà, là c'est une première étape de ce projet. Je vais rajouter aussi des modes d'interaction avec tout ça, c'est-à-dire toujours avec ces systèmes de captation à plus ou moins grande échelle. L'idée c'est d'avoir aussi une représentation des corps des visiteurs pour leur permettre d'interagir avec les choses et de représenter aussi plus que la position de la tête, mais aussi des silhouettes et des volumes vraiment des corps dans tout ça. Donc là, pour l'instant, il y avait 2 casques de réalité virtuelle. Ce système peut fonctionner jusqu'à 3 casques de réalité virtuelle sans fil, comme ça. Et ça aussi, c'est des choses qui sont vraiment... enfin, c'est un peu tout nouveau, parce que c'est pas des choses qui sont autonomes. C'est pas un téléphone qui est glissé dans un casque. Ça est relié à des machines
un peu costaud à l'autre bout pour arriver à faire tout ça en temps réel et surtout d'avoir cette précision dans la captation de la position et permettre de laisser les gens déambuler vraiment dans tout ça. C'est assez récent comme technologie. Les casques audio, là j'en avais trois, ça peut augmenter à beaucoup plus. Donc il pourrait y avoir dans un espace un peu plus grand que ça, jusqu'à peut-être une dizaine de personnes qui peuvent se promener dans cet espace. Donc là j'ai choisi vraiment de séparer l'aspect visuel et l'aspect sonore, pour plusieurs raisons. Déjà pour l'idée de laisser un petit peu de place à l'imaginaire dans tout ça. C'est-à-dire de ne pas tout donner d'un coup, de ne pas enfermer les gens direct dans une espèce de bulle d'images, de sons. La première fois que les gens mettent un casque de réalité virtuelle sur la tête, et c'est encore le cas pour beaucoup, beaucoup de gens, c'est déjà, il y a un effet un petit peu waouh, ah qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est la première fois qu'on essaye ça, et en plus on peut se déplacer à l'intérieur, donc c'est un truc qui est assez énorme. De rajouter le son, on est complètement en immersion, on n'a vraiment plus de contact avec l'extérieur. Il se trouve que là c'était un festival avec beaucoup de jeunes publics, c'est un festival plutôt pour le jeune public. Donc quand on met des enfants, plutôt même en bas âge, dans un dispositif comme ça, quand ils sont complètement en immersion, et surtout les petits, ils oublient instantanément qu'il y a un monde réel autour. Donc j'ai réussi à évaluer un petit peu l'âge à partir duquel on peut garder une espèce de conscience du réel comme ça. Et c'est vers 7-8 ans. À partir de 7-8 ans, ça marche à peu près. Enfin, ça marche dans le sens où on peut leur dire attention, vous n'oubliez pas que vous êtes dans un espace où il y a du monde autour, que c'est une galerie, donc il ne faut pas courir, faites pas n'importe quoi. Et puis n'essayez pas d'aller au-delà des barrières qui sont là. Pour des enfants plus petits, ils raffolent de ça les éclate complètement. Mais voilà, des enfants de 5 ans, mais dès qu'on en met le casque sur la tête, ils oublient absolument qu'il y a du monde autour. Alors que là, on ne voit que des casques flottants, ils peuvent essayer de passer par en dessous des casques, ils vont se mettre à courir, ils vont essayer de franchir la barrière qui est quand même dessinée dans le monde virtuel. Mais je dis, mais c'est pas grave, je peux y aller. Et bon, j'en ai fait un peu l'expérience, et les enfants, eux, partent en courant dans tous les sens et font des grands gestes, etc. Donc déjà de leur dire non, au moins on leur donne que du visuel, ça permet de continuer parce que les gens se parlent beaucoup, c'est assez marrant. Ceux qui ont des casques visuels, ils racontent ce qu'ils voient, à ceux qui ont des casques audio, qui eux leur racontent ce qu'ils entendent. Donc ils échangent aussi à l'intérieur de ça, c'est assez amusant. Et puis non, et surtout l'idée c'était aussi de voilà, de pas tout donner d'un coup et de proposer deux versions du même dispositif pour laisser un peu une place vraiment à l'imaginaire. Quand on voit des objets, on sait que ce sont des objets sonores, mais on ne les entend pas, donc on peut s'imaginer comment ils sonnent. Et puis après, par exemple, on va faire la même balade en version sonore, on peut se souvenir de ce qu'on a vu, on dit, ah oui, là, il y avait cette forme qui était là, et en l'écoutant, tout ça correspond vraiment. Et on se dit, ah oui, tiens, là, il y avait ça, donc je vais aller les réécouter. Ah, sur tel socle, il y avait tel objet qui ressemblait à ça. J'ai fait l'expérience dans les deux sens, de faire d'abord la visite sonore, puis la version visuelle, ça marche aussi. Et donc cette fameuse réalité virtuelle, sonore, en tout cas, ça permet aussi de tricher avec les règles acoustiques habituelles. Si dans une petite pièce comme ça, d'une trentaine de mètres carrés, on mettait des haut-parleurs ou des véritables sculptures sonores, finalement, de partout dans la pièce, on entendrait tous les sons. Alors il y aurait bien sûr une localisation, on entendrait plus ou moins qu'il y en a un proche, un lointain, un à gauche, mais on entend tout partout, à moins de faire vraiment des sons absolument minuscules. Donc dans cet espace-là, on peut tricher avec ça et dire non, non, ce son-là, par exemple, il va rayonner jusqu'à 2 ou 3 mètres de l'endroit où je l'ai mis, et au-delà, on n'entend absolument plus rien. Et c'est vraiment s'en rapprocher très très près pour en avoir une écoute fine, et puis même rentrer à l'intérieur de l'objet. Et à ce moment-là, on est complètement dans le son. Et puis quand on est entre deux, là, on va n'entendre que deux sources. Ça permet vraiment, dans un espace plutôt réduit, d'avoir une multitude d'objets et de proposer aussi, par le parcours à travers tout ça, d'aller créer une espèce de mixage, ce qui pourrait même être une forme de composition de ces objets. Donc voilà, il y a beaucoup, je pense, encore de choses à explorer dans tout ça. Cette installation va continuer à évoluer. Il y aura sûrement une version que sonore, avec un travail peut-être sur une scénographie un peu différente, sûrement un espace beaucoup plus intime, mais dans l'idée d'aller se faire un parcours vraiment sonore. Il va y avoir des choses avec de l'interaction, il va y avoir, voilà. Donc c'est le début d'un boulot, je pense qu'on va m'occuper pas mal dans le temps à venir.
Ça voilà, c'était pour parler un petit peu du son binaural, je voulais raconter. Hmm. Ça, c'est des casques spéciaux, du coup. C'est le Alors non, 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 les casques audio sont des casques tout à fait normaux, sans fil, D'accord. mais le matériel c'est vraiment un casque stéréo tout bête. D'accord. Et c'est la façon dont on encode le son qui donne cette sensation de positionnement 3D. Et bien sûr, ils sont augmentés d'un capteur qui transmet en temps réel la position de la tête. Voilà. Je vais peut-être passer un peu à autre chose. Oui. Je vais revenir un peu au projet CO2. Euh, donc dans ce projet, il y a un texte de Jean-Bernard Pouy qui est un peu un des éléments, en tout cas source ou moteur, même dans l'écriture de la musique aussi, de Patrick Defossé. Donc la musique s'appuie beaucoup sur le texte, il est maintenant dit aussi par un comédien. Ça, dans les premières versions, ce n'était pas le cas. Le texte existait, le public pouvait le lire, mais surtout, il était question de l'afficher. Donc quand Patrick m'a proposé de travailler avec lui sur ce projet, ben, je me suis dit, je vais utiliser le texte. Bon, déjà parce qu'on va vouloir le montrer d'une façon ou d'une autre, mais aussi le texte vraiment comme une matière d'abord graphique, plastique, à explorer. Donc tout le dispositif que j'utilise dans la pièce, donc pour la vidéo, sont des choses qui sont générées en temps réel. Il n'y a pas de séquence préenregistrée, c'est vraiment le travail sur... pour moi, c'est un instrument. Et, euh, et c'est ça qui m'a amené à faire ce genre de boulot de plus en plus que sur de l'image. Donc parfois maintenant j'ai aussi cette casquette plutôt vidéaste, même si le mot n'est pas forcément adapté, mais voilà, pour faire vraiment du travail en tout cas que graphique. Et je me suis construit un instrument qui a plein de possibilités, et donc je joue en direct. Donc c'est en partie écrit, parce qu'il y a vraiment une partition en tout cas de la pièce qui est très précise pour les musiciens, qu'il est beaucoup moins pour moi. C'est-à-dire vraiment j'ai beaucoup de liberté dans tout ça, d'interprétation, même de faire des propositions un peu nouvelles à chaque fois. Et c'est un peu ce qui me plaît, je pense, là-dedans, c'est de garder ce lien avec l'improvisation, ou en tout cas une interprétation la plus libre possible. Donc il y a des points de repère dans tout ça, mais voilà, je suis assez libre. Donc la matière texte, ce qu'on voit s'afficher là, c'est voilà, c'est le texte qui, en version, si on le lit du début à la fin, il doit durer 15-20 minutes, donc c'est un texte assez court, qui doit faire peut-être l'équivalent de deux pages comme ça. C'est quelque chose dans lequel je peux faire beaucoup de choses, et surtout ce texte est placé dans un espace, et là je fais un peu le lien justement avec ce que je vous ai montré avant, un espace virtuel qui est un espace en 3 dimensions, dans lequel je peux naviguer. Donc là, j'utilise pour ça une espèce de souris en 3 dimensions qui permet d'avoir un contrôle vraiment précis des mouvements de la... C'est une caméra virtuelle qu'on déplace dans tout ça. C'est une plaque, le texte. Là, alors là pour l'instant, là, c'est une plaque, ce qu'on voit. Dans cet espace 3D, on peut tourner autour et voir à l'endroit, à l'envers. Je ne suis pas du tout bien placé, parce que moi, je vois... Et ce texte, je peux lui appliquer différentes... quand il est généré comme ça, par exemple, commencer à le déformer. Et surtout, lui appliquer des sortes de champs de force. Ah, zut. C'est pas ça que je voulais faire, je recommence. On va revenir à une version plus simple.
plusieurs en fait. Donc là, en faisant ça, là, tous ces, chaque lettre, c'est une espèce de particule dans un moteur de simulation en 3D qui permet d'appliquer des forces à des particules. Donc là, il y a, ça va être à peu près 10 000 caractères, je crois. Oui, c'est ça. C'est 100 par 100, donc 10 000 caractères. Et puis, on peut appliquer des forces à l'ensemble de tout ça. Donc, je suis à l'envers, j'arrive pas à me déplacer. On voit que les choses commencent à prendre un peu du relief. Donc, le texte qui au début est présenté d'une façon lisible et très conventionnelle apparaît très progressivement dans la pièce et puis petit à petit on commence à jouer avec et ça devient vraiment une texture, une matière qui est prétexte à après aller se promener à l'intérieur, les mouvements de tout ça sont en lien aussi avec ce qui se passe dans la musique. Alors certaines choses peuvent réagir aussi par exemple à des intensités ou des hauteurs. Je récupère aussi le son qui vient des musiciens. Par moment, je vais utiliser par exemple le volume de la voix pour aller générer des lettres ou pour appliquer des mouvements particuliers. Donc, ça, c'est des choses que je ne peux pas vous montrer là, mais qui créent des liens aussi assez directs avec ces mouvements, avec les énergies qui sont appliquées à tout ça, avec la musique. Comment vous avez bossé avec Patrick pour construire le dispositif? On a beaucoup échangé sur l'idée de la pièce. Alors au début, c'est assez marrant, il m'a fait toute une partition. Quand il a écrit la pièce, il s'est enfermé pendant quelques semaines ou mois dans sa petite maison à la campagne. Et puis il a écrit beaucoup de choses, des notes et puis des intentions. Et puis il nous a fait des vidéos où il expliquait un peu à toute l'équipe où il voulait ce qu'il avait en tête. Et il m'a fait une longue partition avec des idées de là je voudrais une image de ça, il voulait avoir des photos qui lui racontaient des choses, il voulait avoir des graphiques, des choses qui soient un peu génératives, mais c'était des idées assez abstraites. Et puis après, moi, quand j'ai commencé à réfléchir à tout ça, et puis surtout que je lui ai parlé un petit peu de ma façon de travailler, parce que je ne suis vraiment pas vidéaste, et je lui ai dit, moi je ne vais pas réaliser un film, aller prendre une caméra et aller faire du montage et puis faire les choses que tu me demandes. Mais par contre, si j'essaie de transposer ça avec ma façon de faire, bah, je vais plutôt te proposer de fabriquer un instrument et puis qui va me répondre un peu à ces idées, qui va parler du texte, qui va montrer le texte, qui va le transformer en matière. Et puis on va pouvoir écrire avec ça. Et puis finalement, il me dit, oh, mais oui, d'accord, faisons ça comme ça très librement. Parce que même si il écrit beaucoup de choses, bah, il est très ouvert sur l'improvisation et l'interprétation, et les musiciens avec qui on travaille sont aussi là pour ça. Donc même si la partition est très complexe, il y a 100, je crois qu'il y a 100 pages recto verso avec beaucoup de notes, beaucoup d'indications, des fois des partitions graphiques, mais finalement il y a beaucoup de liberté là-dedans aussi. Donc ça s'est fait comme ça assez naturellement, et puis on a eu un premier temps de résidence qui était finalement assez court, qui a duré qu'une semaine à Césarée, il y a un centre de création musicale à Reims, avant la toute première création. Donc pendant ce temps-là, toute la musique a vraiment pris corps, parce que c'est le premier temps de boulot avec les musiciens, et puis on a fait toute cette partie sur le visuel aussi. Donc il n'y a pas que le texte, il y a aussi d'autres éléments qui s'ajoutent à ça, dont des choses qui sont captées sur le plateau avec une caméra, une caméra qui filme en 3 dimensions, une Kinect, c'est un truc qui permet d'avoir aussi du relief dans l'image, qui permet de montrer essentiellement par exemple la vocaliste sous différents aspects, et puis
une forme graphique aussi très retravaillée. Et par moments apparaissent aussi des personnages, des musiciens de l'orchestre que j'ai scannés aussi en 3 dimensions, donc qui sont toujours placés dans cet espace en 3 dimensions. Ça, c'est vraiment, mon terrain de jeu, mon espace de jeu, c'est ça, c'est un espace en 3 dimensions dans lequel je place des objets et dans lequel je déplace une caméra qui permet d'aller vraiment faire des zooms sur des choses. Et c'est voilà, c'est ça. Je ne pense pas ça comme une vidéo. C'est pas en mixant des images ou des couches. C'est vraiment se déplacer à l'intérieur de cet espace. Alors, pourquoi on voit plus? Ah oui, j'ai coupé un truc. Euh, Vraiment, et comme sur une caméra aussi, il y a possibilité de jouer sur des choses comme ça, comme sur la profondeur de champ, et d'aller faire le net sur des objets ou des endroits vraiment précis de tout ça. Bon, voilà, petit extrait de ça. Donc dans cette pièce, aussi l'autre grosse partie et qui avait aussi amené Patrick à me proposer ça, qui était même d'abord sa proposition initiale, c'est qu'il voulait euh, faire, pour la deuxième partie de la pièce en tout cas, faire concevoir un dispositif qui permettrait au public d'interagir avec les musiciens. Donc l'idée c'est que le public écrive la deuxième partie de la pièce. Dans la première partie, le texte existe, mais c'est un texte qui n'est pas fini. C'est une histoire qui n'a pas de fin en fait. Donc l'écriture est construite là-dessus, et puis au bout d'un moment le texte s'arrête, et l'idée c'est que le public s'en empare et écrive la suite. Alors dans son idée initiale, c'était déjà de permettre aux gens d'écrire des choses sous forme de texte vraiment, et de transformer ce texte en partition pour que les musiciens pourraient jouer ou interpréter pour générer la suite de la musique. Alors, on a essayé un petit peu des choses sur ce principe-là, de transformer des mots ou des lettres en notes. On s'est assez vite rendu compte que ça n'avait pas vraiment de sens, en fait. Bien sûr, on peut le faire, on peut dire quand on écrit un A, par exemple, ça va faire un Do, puis si on fait un B, ça va faire un Do dièse ou un Ré, mais musicalement, ça n'a aucun sens. Ça fait des notes, quoi. Ça fait des notes complètement aléatoires et ça change pas grand-chose que de tirer des notes au hasard, finalement. Donc c'était pas vraiment concluant. On a essayé des choses plutôt liées aussi aux articulations des phrases, comme par exemple découper, quand quelqu'un va taper une phrase, découper ça en combien il y a de mots, quelle est la longueur des mots, et pour proposer des formules plutôt rythmiques. Donc ça peut donner des choses musicalement peut-être un petit peu plus riches, mais le problème c'est que il y a plusieurs musiciens sur scène, ils sont 5, 6 avec la chanteuse. Donc à quel moment et comment ils vont s'emparer de ça? Si on affiche quelque chose comme une espèce de partition, même rythmique, bah, qui va dire on va commencer à jouer cette portion maintenant? Il faut quand même avoir une forme de direction, organiser tout ça. Et ça semblait aussi peut-être un petit peu chaotique. J'ai essayé des choses aussi en analysant les, en faisant lire par une voix de synthèse une phrase qui serait par exemple, si quelqu'un tape, je sais pas, bonjour, j'habite à Bayonne. Je vais faire lire cette phrase par une voix synthétique et essayer d'analyser les modulations de la voix, mais vraiment au niveau du son. Donc bonjour, j'habite à Bayonne, ça ferait un pom 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 pom, ça peut faire une mélodie dans laquelle il y a des hauteurs, il y a du rythme.
Ça peut faire aussi une espèce d'enveloppe de volume qu'on peut dessiner, donc sous forme d'une courbe. Donc tout ça, on l'a fait, en fait, on l'a essayé. Mais il y avait aussi toujours ce même problème de comment on s'empare de ça une fois que ça, je peux l'afficher sur l'écran. Mais si les musiciens essayent chacun à leur façon et à leur tempo et pas forcément simultanément de le jouer, ça avait une cohérence tout à fait relative. Et finalement, c'était très difficile de s'en emparer, de faire quelque chose d'expressif avec ça. Donc finalement, on a pris un petit peu de recul avec cette idée, en se disant, mais plutôt, et si on va essayer plutôt de les laisser improviser beaucoup plus librement avec ça. Déjà, la matière texte, ce que peuvent proposer ce que peut proposer le public, ils vont vous raconter des choses, ils vont peut-être taper simplement un mot, ils vont peut-être faire des phrases qui n'ont rien à voir, mais en tout cas, voilà, ça va peut-être en tout cas créer des images, apporter des idées. Et puis, mais là, on en est plutôt là, c'est de les laisser improviser librement avec ça. Ça va leur évoquer quelque chose ou pas. C'est un peu la surprise aussi, parce qu'en fonction des musiciens, ben, ils n'ont pas tous la même façon d'interpréter tout ça. Et là, pour cette recréation de cette pièce, puisqu'on l'a joué déjà plusieurs fois avec un ensemble, avec l'ensemble Zelig, qui est un ensemble de musique contemporaine. Mais là, cette fois, ils ne sont pas là. On a refait la pièce ici avec 3 musiciens de Bayonne qui sont en train de découvrir la pièce et puis qui ont aussi leur manière d'improviser. Et donc, on est en train d'explorer tout ça. Et ça va être surtout la surprise de voir ce qui va se passer avec le public, avec qu'est-ce que les gens vont proposer ou pas. Est-ce que ça va les inspirer déjà ce qu'ils auront vu la première partie de la pièce, et puis après, quand on leur dit maintenant c'est à vous. Voilà. Donc le dispositif, c'est, oui, je ne voulais pas raconter, ça se présente sous la forme de plusieurs iPads, des tablettes, qui sont distribués au public au milieu de la pièce. Et ils ont juste été briefés, savoir, on leur a dit, à un moment vous allez avoir ça, vous allez pouvoir écrire des choses ou dessiner. Il y a une de ces tablettes qui permet de dessiner avec un stylet. Et à ce moment-là, c'est des choses, enfin, de dessiner ou d'écrire, mais voilà, c'est des choses beaucoup plus graphiques. Et de la même façon, c'est affiché et les musiciens le voient aussi. Alors, je ne vous ai pas raconté non plus le dispositif général de tout ça. Tout ce qu'on voit sur l'écran, c'est projeté non pas sur un écran un peu de cinéma qui serait derrière les musiciens, comme c'est souvent le cas, c'est projeté devant les musiciens. C'est un écran transparent, ça s'appelle un tulle, c'est une grande toile tendue, noire, mais avec des mailles très espacées, ce qui fait que quand on projette rien dessus, ou quand on projette du noir, on voit à travers quasiment, on voit pas l'écran en fait. Donc ça permet de faire disparaître l'écran. Et quand on projette des choses, alors il faut qu'on voit des choses justement assez contrastées, c'est aussi le choix, ça vient de là le choix de faire des choses essentiellement en noir et blanc avec beaucoup de contraste. C'est quand on projette des choses comme ça, tout d'un coup l'écran apparaît, on peut en faire apparaître que des portions, faire avoir des trous dans l'écran dans lesquels on peut voir les musiciens à travers, ou si on n'éclaire plus du tout le plateau et les musiciens, à ce moment-là ils disparaissent complètement, on est vraiment devant un écran. Donc il y a tous ces jeux de profondeur comme ça. On comprend mieux maintenant le filet du texte qui joue ce rôle de faire apparaître la totalité de l'écran. Voilà, exactement. Donc ça, vous le verrez si j'espère vous venez voir la pièce ce week-end. On peut vraiment jouer sur ces différentes profondeurs. L'écran, on peut au début vraiment ne pas voir du tout qu'il existe et puis voir des choses apparaître, mais de façon très surprenante, un peu comme si ces objets étaient suspendus en l'air, puisqu'ils sont vraiment devant la scène. Et puis avec ces jeux de perspective, de caméra qui se déplacent, il y a des moments où on a vraiment la sensation que ces objets sont quelque part dans l'air, au-dessus des musiciens, ou en tout cas dans la profondeur de l'espace scénique. C'est un dispositif qui est vraiment intéressant pour ça. Alors qu'il nécessite un peu des conditions particulières, parce que pour projeter sur un écran qui déjà est noir, et puis c'est des mailles très très espacées, donc qui laisse passer, je dirais, peut-être au moins la moitié, peut-être même les 2 tiers de la lumière passe à travers l'écran, et puis ce qui reste sur l'écran, c'est projeté sur du noir, donc il faut vraiment avoir une projection très puissante. Donc là, on a plutôt des bonnes conditions, surtout que la scène est faite, je sais pas, l'écran doit faire une bonne dizaine de mètres de large, donc mais ça marche, ça fonctionne, je trouve. Et donc,
le texte apparaît comme ça, et le public se fait confier, il y a 5 tablettes comme ça, à peu près la moitié de la pièce, qui vont circuler dans le public. Les gens peuvent se les passer et puis écrire ou dessiner absolument ce qu'ils veulent. Et là, il peut arriver un peu n'importe quoi dans cette partie de la pièce. À quel moment vous briefez le public? C'est au tout début de la pièce? Oui, C'est ça. ouais, Patrick explique. Alors, c'est assez marrant dans les quelques fois où on a joué la pièce. La façon dont il explique ça aux gens, ça donne pas du tout les mêmes résultats. Ouais. Si, S'il leur dit, au début, les premières fois où il l'a fait, parce que je pense que dans son idée, c'était que les gens se mettent vraiment à écrire la suite du bouquin et écrivent de la poésie ou des haïkus, parce une partie du texte est un peu sous la forme de haïkus. Et donc il leur suggérait comme ça assez clairement, écrivez la suite du bouquin, la suite du récit, faites des phrases poétiques, essayez de trouver des choses qui créent vraiment des images dans l'imaginaire des musiciens. Et en fait, ça s'est avéré être assez bloquant, parce que finalement, les gens n'ont pas forcément envie de faire de la littérature en allant voir un spectacle. Donc il y a peut-être beaucoup de gens qui prenaient ça, ou qui n'avaient peut-être pas envie, ou un peu peur de ce résultat. Et puis il a essayé différentes versions, différentes façons de le présenter. Et puis au final, en fait, en disant le moins possible, ben, c'est là où il se passe le plus de choses. Voilà, on va vous laisser faire un peu ce que vous voulez, vous allez jouer avec nous. Ça va peut-être nous inspirer ou pas, mais vous allez participer au spectacle, et sentez-vous libre de faire ce que vous voulez. Et là, ça ouvre vachement plus de possibilités. Pas trop. Bah, pas trop. Et après, bien sûr, avec le risque aussi que les gens peuvent faire absolument n'importe quoi. Dessiner des trucs improbables ou écrire des choses qui veulent rien dire ou des choses négatives entre guillemets, dire qu'est-ce que c'est que cette musique de dingue, j'aime pas ce son. Mais bien sûr, tout ça peut arriver quoi. Alors après, c'est marrant aussi selon la sensibilité des musiciens qui participent à ce projet. Pour certains, ça a pu être bloquant d'avoir ce genre de choses. Que des gens se mettent à parler de la musique en disant en la critiquant sous une certaine forme, en émettant des choses, tiens là la musique est bizarre, j'aime pas, faites autre chose. Ils se trouvaient un peu terrorisés et ça les a bloqués. Alors que d'autres, notamment Janis Jackson, la vocaliste, euh, elle c'est tout l'inverse, elle peut rebondir sur absolument n'importe quoi et même un mot un peu incongru ou un dessin rigolo, c'est plutôt ça qui va la faire réagir et la motiver pour jouer avec ou contre ce qui est proposé. Et puis après, effectivement, tout peut arriver. Moi, je trouve que c'est un peu ça qui est excitant dans l'improvisation, c'est de sortir de sa zone de confort et d'aller faire des choses nouvelles, quoi. Si on attend simplement de jouer, d'avoir des images tout à fait propres qui parlent à l'imaginaire, maintenant faites-moi des chants d'oiseaux ou faites-moi quelque chose de calme ou quelque chose de rythmique, ça reste, voilà, c'est dans les choses qu'on connaît. Mais si on va un petit peu au-delà de ça, je trouve que c'est là que des rapports à un peu aussi des nouvelles images, des nouvelles sensations peuvent se créer, quoi. Des associations de mots un peu plus abstraits et amener vers d'autres formes de musique. C'est la question que je posais à Patrick, mais toi tu étais en pause, je crois tout à l'heure, s'il y avait une modération ou pas. On a répondu par une pirouette que les gens se modéraient eux-mêmes. Oui. Je pense que c'est un jeu avec un public de plus ou moins audacieux, des plus ou moins provocants, et c'est vrai que quand il y a la provocation, Mm. voilà, les étudiants, je vais essayer de pousser un peu à chercher les limites aussi du dispositif, Ouais. à rentrer en... Ils n'osaient pas, parce que c'était des gens qui travaillaient, ils avaient pas envie de les embêter, d'être assez voix-eux, et c'est le moment où le dialogue se crée aussi, où il y a peut-être qu'il y a la provocation, l'orchestre répond, et du coup le dialogue commence peut-être comme ça. Souvent, moi, je trouve que c'est effectivement en allant un peu chercher les limites de tout ça qui se passent les choses les plus intéressantes. Ouais. Voilà, aussi peut-être ça... Et voilà, des mots, parfois des gens se sont mis à faire des choses complètement graphiques sur le texte. Ouais. C'est pourtant, on ne peut taper que des lettres ordinaires, mais se sont mis à faire des choses avec que des points, ou des symboles ou des choses comme ça. Et puis là, ça a généré pour le coup une partition vraiment graphique. Et puis en proposant comme ça des choses, ou en essayant de submerger le système avec le plus de mots ou de lettres possible. C'est linéaire ou ça apparaît Alors le texte,
apparaît vraiment en temps réel à chaque lettre qui est frappée. Donc il y a quatre tablettes pour le texte écrit. Ça apparaît en haut de l'écran. Je ne vais pas vous le montrer là, mais ça apparaît en haut de l'écran sous forme de quatre petits blocs de texte. Donc le public voit ce que les personnes qui ont les tablettes écrivent. Et c'est projeté aussi en dessous, à l'envers, pour les musiciens qui sont derrière l'écran, pour que eux puissent, sans faire trop de gymnastique, comprendre aussi ce qui est écrit vraiment en temps réel. Donc on voit les mots se former. Et une fois que des phrases comme ça sont finies, sur la tablette, il y a simplement un clavier et une touche pour envoyer le texte, un peu comme si on tapait un tweet quelque part. Quand on dit tiens, ça c'est fini, bah, ce texte disparaît de là-haut et vient rejoindre la collection de lettres ou de mots qui sont déjà sous cette forme-là en train de naviguer. Donc ça apparaît déjà sous forme d'un bloc de texte, mais qui après peut rejoindre le reste, se déplacer, être décomposé, recomposé, ou faire des phrases comme ça qui vont évoluer dans l'espace. Et de la même façon, le dessin aussi apparaît, lui, en surimpression de tout ça, et peut être aussi exploré dans la profondeur. Le dessin, lui, bon ça je ne vais pas vous le montrer non plus, mais quand, quand il est fait sous cette forme-là, c'est comme si celui qui dessinait sur l'écran, c'est-à-dire qu'on voit ici. Mais si moi je déplace ma caméra virtuelle, comme ça dans la perspective, le dessin on va dessiner dans la profondeur aussi. On va toujours continuer à dessiner là où on regarde avec la caméra, ce qui fait qu'en dessinant un point ici, si je déplace la caméra, bah, ça tire un trait. Donc si je fais vraiment en déplaçant la caméra que dans la profondeur, ça va tirer vraiment une ligne qui va vers la profondeur. Mais si je déplace la caméra ou si je la tourne, bah, tout le dessin va se trouver déformé et, euh, et ça permet d'aller naviguer aussi à l'intérieur en trois dimensions. Donc ça fait des choses aussi assez tordues, puisque quelqu'un va vouloir essayer de dessiner quelque chose, mais si en même temps je tourne la caméra, bah, son dessin va se retrouver complètement étiré ou visible que depuis une certaine perspective. Donc on peut retrouver éventuellement ou aller à l'intérieur, et à ce moment-là ça devient une espèce de transformation comme ça, d'extrusion de quelque chose qui est dessiné à plat. Et du coup, vos pouvoir à vous, c'est juste de naviguer là-dedans, ou vous pouvez choisir quelque chose qui vous paraît intéressant, dans l'histoire du point là, avec une photographique, tiens, ça je vais mettre en valeur par rapport au reste. Bah, non, je vais pas aller trier dedans ou supprimer des choses, mais par contre, quand des choses sont apparues, mettons comme ça, je peux aller, moi, décider d'aller observer uniquement cette phrase, par exemple, qui ne ressemble pas à grand-chose, mais la mettre en avant, et puis dans l'idée que peut-être, en zoomant dessus, ça va évoquer quelque chose aux musiciens, ou justement aller la regarder à l'envers pour qu'elle soit lisible pour eux plus que pour nous. Ah, Et puis m'en éloigner complètement. À ce moment-là, utiliser tout ça comme un espèce d'objet qui est en train de se transformer. là, dans la gradation de la déformation, il y a une partition, c'est toi qui décides quand ça explose, quand ça bouge. Non, là-dessus, j'ai pas de partition. C'est. Oui. Ouais, justement, sur toute cette deuxième partie de la pièce, c'est pour tout le monde, c'est vraiment libre. Oui, parce qu'il y a vraiment, dans les répètes, même cette manière, vraiment une espèce de gradation, d'augmentation de la déformation, où le texte c'est très léger, puis après ça devient de plus en plus baroque au fur et à mesure. Voilà, il peut se passer plein de choses. Il y a un moment quand même où dans la musique, c'est
est écrit qu'à la fin de tout ça, il y a une partie un peu plus rythmique et écrite qui revient. On est en train d'explorer ensemble, et moi je préfère ne pas trop me donner de contraintes et voilà, et garder la liberté de partir sur un peu. Voilà, et surtout de me garder la surprise de faire des choses sur le moment. Mais ça c'est vraiment aussi ma façon de faire, quoi. C'est peut-être parce que je viens plus de l'improvisation que je préfère, quitte à prendre des risques, que les choses soient pas forcément calées ou peuvent ne pas fonctionner. Mais en tout cas, quand on laisse cette possibilité-là, c'est là pour moi que peuvent arriver souvent les choses les plus belles, quoi. C'est quand ça, nous-mêmes, ça nous surprend, dans le bon sens du terme, c'est là que je trouve ça le plus excitant. Parce que, bien sûr, on pourrait aussi écrire tout ça, mais c'est un boulot énorme d'écrire pour ce genre d'outils. Là, moi, ça, j'ai vraiment pensé ça comme un instrument. Je me suis mis sur plein de pages de cette tablette, sur des contrôleurs MIDI, des choses comme ça, des accès au maximum de choses. Donc, je finis vraiment par connaître un petit peu tout ça. C'est vraiment une pratique, parce qu'une fois qu'on a fabriqué un instrument comme ça, mais il faut apprendre à en jouer. Et c'est pas, pour moi, ça se fait souvent un peu en deux étapes. Il y a un long temps de développement, de penser l'instrument, c'est-à-dire tiens, je veux pouvoir faire ça, je veux pouvoir faire ça aussi, et ça en même temps que ça, donc ça oblige à architecturer tout ça pour agir sur plusieurs couches du programme, pour pouvoir faire des choses qui vont se superposer. Ensuite, il faut que je me trouve des accès à tout ça, parce que le programme pourrait exister sans aucune interface. À ce moment-là, c'est que du code, donc une fois qu'on l'exécute, il faut pouvoir le modifier en temps réel, c'est un peu tout l'intérêt de ça. Donc c'est me dire comment, là, de façon la plus efficace ou ergonomique, je veux pouvoir accéder à ça. Donc là, par exemple, l'essentiel des commandes, c'est sur une tablette comme ça, mais là, il y a plein de pages, et à chaque fois, il y a des dizaines et des dizaines de petits curseurs, de contrôleurs, de petits boutons qui correspondent à chaque fois à des fonctions. Bon, la tablette, d'avoir ça sur un écran tactile, ça a l'avantage de pouvoir multiplier les pages. Mais par contre, on ne peut pas aller manipuler ce qu'il y a sur une page en même temps que sur une autre page. Donc éventuellement, on peut multiplier les tablettes. Mais ça commence à être compliqué. Donc après, une fois que tous ces contrôles sont là sous la main, je me fais souvent des espèces de mémoires de configuration de certaines choses, pour permettre de rappeler au moins des états de petites portions de programme. Donc ça, c'est des boutons bien particuliers qui me permettent de rappeler quelque chose. Et après, pour écrire vraiment... déjà, une fois qu'on a fait ça, il faut vraiment apprendre à en jouer. Et ça, c'est un peu... on ne peut le faire que vraiment en situation. Donc nos quelques temps de résidence ou de répétition, on sert beaucoup à ça. Et là, par exemple, la pièce, on ne l'a pas jouée depuis plus de 6 mois. Donc c'est très bien qu'on ait eu cette semaine de reprise, autant pour les musiciens, puis la pièce, l'écriture s'est un peu étoffée aussi. Mais voilà, moi, j'ai aussi vraiment besoin de ce temps pour me remettre tout ça sous la main. Et puis je passe beaucoup de temps à jouer. Parfois pendant que eux répètent, je fais des choses aussi de mon côté. Et puis ça, voilà, une pratique vraiment d'un instrument. Et qui est un instrument qui est vraiment nouveau à chaque projet. Quand je fais ce genre de choses pour d'autres, que ce soit pour de la musique ou de l'image ou des choses qui font les deux mélanger, c'est à chaque fois un nouvel instrument à fabriquer. C'est pour ça que souvent je parle de lutherie numérique pour ce genre de dispositif. Il y a vraiment le côté fabriquer quelque chose. Et parfois je le fais aussi pour d'autres artistes. Je fais des projets comme ça où là je mets que la casquette de développeur. Et je ne suis plus le responsable artistiquement du projet, mais quelqu'un me demande, tiens, je voudrais quelque chose qui peut faire ça, ça, ça. On en discute ensemble, je le fabrique, j'essaie de le faire comme ça le plus ergonomiquement possible, et hop, je le donne au responsable. Ça peut être un musicien, ça peut être un plasticien. Donc j'ai aussi cette casquette-là. Et après, tout ça, il faut vraiment le pratiquer. Alors c'est pas des temps, c'est pas comme réapprendre à jouer du violon où il faut 10 ans pour sortir quelque chose de correct. C'est forcément un petit peu plus compressé. Mais il y a des choses, des instruments comme ça que j'utilise depuis des années et puis sur lesquels auxquels je ne touche plus. C'est-à-dire que l'interface reste la même, mais en pratiquant, on sent qu'il y a vraiment des choses qui évoluent, il y a des choses nouvelles à trouver toujours, quoi. Et avec les cadres d'aperture, c'est le cas aussi. Même si je continue aussi à fabriquer des nouveaux sons, à les agencer autrement, etc. Mais même sans toucher à tout ça,
le fait de pratiquer, de jouer avec ça, de trouver des nouvelles postures et des nouvelles combinaisons, euh, j'ai l'impression vraiment d'évoluer dans la pratique de l'instrument. Donc pour moi, cette approche de l'image, voilà, c'est pas faire de l'image pour de l'image, c'est pas voilà, c'est pour ça que je dis que je suis pas vidéaste, c'est plus pour moi c'est pas tellement différent que de faire de la musique ou de faire un instrument. C'est d'abord une pratique instrumentale, faire un dispositif dont je joue, et au final que ça fasse du son ou des images ou que ça actionne des choses, parfois ça peut être aussi le cas. Euh, le processus est le même, le processus de création. C'est fabriquer l'outil, apprendre à en jouer et puis l'utiliser en temps réel. C'est vraiment souvent lié à du spectacle vivant, en lien avec d'autres artistes, des musiciens, des danseurs, etc. Mais c'est surtout ça qui est un peu le cœur de mon boulot, quoi. Le lien avec le direct, l'improvisation, l'interprétation. Et durant ce spectacle, vous êtes sur scène ou pas? Non, moi je suis en régie. Alors pourquoi? Bah, déjà pour bien voir l'écran. Oui, vous pourriez être considéré comme un musicien. Tiens, justement, Absolument. La question s'est posée, mais il y a quelques années, comme je disais tout à l'heure, j'ai pas mal pratiqué le laptop musique et, euh, et puis je me sentais pas à ma place en faisant des choses derrière un ordinateur auquel personne ne comprenait rien. Même si on comprenait bien que je faisais de la musique, mais quand on me disait plus ou moins en rigolant, ah pendant le concert tu faisais quoi? Tu checkais tes mails ou tu jouais à Tetris? Bon, d'accord. Non, mais tout ça pour dire que pour moi, la place sur scène, enfin, quand on est sur scène, c'est peut-être qu'on a quelque chose à montrer de ce qu'on fait, du geste ou de sa présence. Et pour moi, mon action, dans ce genre de dispositif-là, elle est pas sur quel bouton je vais aller cliquer, ça se passe dans ce qu'on voit ici. Et là, voilà, je manipule des énergies, des choses qui parfois font beaucoup de mouvements, beaucoup de choses, mais c'est en cliquant sur un tout petit bouton et c'est complètement déconnecté. Donc à un moment j'ai tranché, j'ai fini par me dire non, soit je suis sur scène parce qu'il y a quelque chose à voir, d'où le travail aussi avec un dispositif comme Aperture, où là le geste reprend vraiment son sens. Et c'est un peu le cœur des trucs que j'explore depuis une dizaine d'années, c'est vraiment le sens et le rôle du geste dans cette pratique-là. Que ce soit d'abord pour la musique, mais aussi pour ce genre de choses. Donc, retrouver un sens au geste. Que si je le montre, je veux que ça. Enfin, lorsque je montre, je veux que ça veuille dire quelque chose. Que ce soit en lien avec ce qu'on entend, ce qu'on voit. Si c'est déconnecté ou si c'est juste cliquer sur un truc, en fait, j'ai pas du tout envie qu'on me voit faire ça. Pour moi, ça n'a pas vraiment de sens. Donc je finis par trancher, où j'y suis, et on comprend, ou sinon ma place, je la préfère là-haut. Un peu de la même façon qu'en musique électroacoustique, en musique acousmatique, euh, quand on joue une pièce, même si c'est une pièce écrite, ou sur support, sur bande ou autre, ben, on met rarement le compositeur ou l'interprète sur scène, c'est pas lui qu'on va regarder, on préfère se mettre plutôt dans le noir. Et puis c'est vraiment l'écoute qui est importante. Même s'il y a la part d'interprétation de ça, ça va être de mixer les pistes ou de travailler sur la diffusion, mais en fait il n'y a rien à voir. Donc on préfère au contraire se dire, bah, si c'est pas ça qu'il faut regarder, autant ne rien voir du tout et on se concentre sur l'écoute, quoi. Donc c'est peut-être un peu de là aussi que m'est venue cette décision de trancher un peu radicalement. Wow. Ça, c'est du génial. Tous les noms ont été cités, hein. Je suis sûr d'avoir oublié personne. Merci beaucoup. Ouais, Et donc, vous parliez de votre parcours au départ. Il y a une dimension très plastique, tout ça, et
comment vous articulez, est-ce que vous mettez une perspective avec d'autres artistes qui travaillent sur des champs similaires dans les arts plastiques, les arts numériques, ou c'est quelque chose, c'est une recherche C'est bulle et... c'est une recherche. Bah, oui, je travaille en lien avec pas mal de gens. J'aime beaucoup rencontrer des gens de plein d'horizons différents, des musiciens bien sûr, des danseurs, des chorégraphes. Je bossais beaucoup avec le théâtre. Euh, Avec le milieu plutôt des arts plastiques, c'était d'abord plutôt avec des gens qui me demandaient de réaliser des choses, euh, voilà, pour des réalisations informatiques, des choses comme ça. Et après, mon travail plutôt sur l'image, ça a été vraiment d'abord dans l'idée de montrer, et c'est vraiment toujours cette histoire de qu'est-ce que je montre de ce que je fais. C'était de montrer un petit peu le cœur du dispositif. Les premières choses que je montrais comme ça, c'était esthétiquement, sans aucun travail vraiment plastique, c'était montrer des petits points en mouvement, des choses très très basiques, mais qui quelque part illustraient tout ce qu'on n'entend pas forcément, mais qui se passe dans le cœur du dispositif ou de l'algorithme. Donc ça, c'était des choses vraiment très très basiques. Voilà, des trucs en rouge, vert ou bleu, des points, des lignes, des choses qui bougent. Et puis petit à petit, tout ça, ça s'est un peu creusé, mais c'est vraiment plus par l'exploration de, de ces outils et du lien avec la façon dont j'en joue que me viennent un peu des idées comme ça de, voilà, de choix un peu esthétiques dans tout ça. Donc là, ce que vous avez vu, par exemple, dans Volume, l'installation sur la réalité virtuelle, là, il y a un travail sur des sculptures. C'est un peu ouais, un premier boulot qui s'apparente vraiment plus à un travail plastique. Ces grandes sculptures en filament noir, comme ça, elles viennent de choses un petit peu similaires à ce qu'on voit dans ces nuages de lettres. C'est-à-dire c'est des simulations de particules et de déplacements. Donc c'est des choses que je manipule des fois en temps réel aussi pour faire de la musique ou du son. Mais là, dont j'ai enregistré les trajectoires. Ça s'apparente un petit peu à des vols des tourneaux. Vous savez, quand on voit ces grands nuages d'oiseaux comme ça qui changent de forme, bah là j'ai joué avec des algorithmes qui simulent un peu tout ça et qui vont dire, on va donner des règles, mettons, on va mettre 1000 oiseaux ou 1000 particules, on va leur dire, bah, vous allez évoluer tous quelque part un peu dans le même sens, mais les règles du jeu, c'est si on est trop près de son voisin, on va s'en éloigner, mais si on est un peu trop loin du groupe, on va s'en rapprocher. Et puis si on est dans telle configuration, on va essayer d'éviter les collisions. Et donc voilà, c'est vraiment des règles purement vraiment mathématiques. Il n'y a pas d'aléatoire du tout là-dedans. Et en choisissant des règles, ça donnait ce genre de sculpture. Donc ça, c'est des procédés vraiment génératifs. Donc, où en écrivant dans le temps des modulations de tout ça, ça donne ces formes-là. Donc depuis un an avec elle, je me suis mis à en faire toute une collection qui sont vraiment des objets qui sont figés, des objets tridimensionnels comme ça qui sont figés, plus ou moins complexes. Donc là j'en ai choisi certains qui sont compatibles aussi avec les exigences de pouvoir les afficher en temps réel, mais il y en a d'autres qui sont vraiment beaucoup beaucoup plus complexes que ça, avec des centaines de milliers de points et donc qui donnent des choses vraiment très très denses. Et puis voilà, c'est des choses qui me sont tombées un petit peu sous la main par la pratique, parce que c'est des choses qui servaient à autre chose. Et puis finalement, je me dis, mais esthétiquement, ça me plaît, c'est chouette. J'aimerais bien pouvoir les montrer aussi, peut-être sortis du contexte. Et puis là, l'idée de pouvoir faire ces objets tridimensionnels et qui n'existent pas, qui n'existent que dans le virtuel, qui sont a priori impossibles à fabriquer en vrai, peut-être avec des fils de fer en y passant quelques années, mais ou en imprimante 3D. Mais voilà, de pouvoir les montrer comme ça assez facilement, et puis avec l'idée aussi de pouvoir rentrer à l'intérieur d'une sculpture, ce qu'on ne peut pas faire dans le monde réel. Voilà, c'est un peu ce genre de choses qui me motive. Votre première approche à la base elle était autodidacte dans un cadre de recherche, à l'IRCAM, comme ça Alors oui, non, je suis plutôt autodidacte. Alors, les seules études que j'ai fait il y a longtemps, c'était des études de piano, mais pas classique, plutôt autour du piano jazz. Et après, quand je me suis mis à faire de la musique électronique et de l'improvisation et la musique électroacoustique, bah, c'est plutôt par le besoin de me fabriquer des outils que je me suis mis à l'étude de la programmation. Donc ça, c'était il y a un peu plus de 20 ans que j'ai commencé.
Donc c'était un peu les tout débuts d'Internet aussi. Donc c'était une autre façon un peu d'apprendre aussi tout ça. Maintenant tout paraît un peu simple, accessible. On peut trouver des tutos sur n'importe quel sujet en cherchant 5 minutes. Mais non, ça a été vraiment me mettre à ce genre de langage, à Max, à un petit peu de code accessible. Et c'est vraiment par la pratique que je me suis mis à tout ça. Parce que Max, il a une vingtaine d'années, trentaine d'années. Ça doit avoir une trentaine d'années. Je m'y suis mis à peu près au moment où, sur des ordinateurs à peu près abordables, on a commencé à pouvoir générer du son vraiment en temps réel. D'accord. On utilise des ordinateurs pour faire de la musique depuis longtemps, mais avant c'était vraiment du MIDI, des ordi pour piloter des machines. Mais vraiment synthétiser du son en temps réel, c'était dans les années 90, 15 à peu près. 95. Donc oui, c'est beaucoup, beaucoup autodidacte tout ça. Ouais. Et puis par différentes rencontres avec d'autres artistes qui pratiquent ce genre de choses, et puis des échanges, des workshops, voilà. Donc, effectivement, c'est une façon de faire un peu particulière. Voilà, quand on en parle dans une école d'art où on apprend tous ces genres de choses, ou des initiations, on dit souvent comment on fait pour apprendre Max. Alors, je fais souvent des formations aussi à ça, mais c'est plutôt des initiations pour moi. Et puis, à mon sens, la bonne façon d'apprendre, c'est par la pratique, parce qu'un langage comme ça fait tellement tout. Et vraiment, ça touche à tous les domaines des arts numériques. On peut faire du son, bien sûr, de l'image, traiter des données, utiliser du réseau. Et puis quand on rentre dans ce genre de choses, on est obligé de parler de physique aussi, de mathématiques, etc. Donc on ne peut pas apprendre tout ça d'un coup. C'est pas possible. Donc voilà, c'est quand on a besoin de quelque chose qu'il faut aller chercher les outils, se les approprier et puis aller un peu plus loin avec. Ouais. Est-ce que l'objectif, ça serait de produire des outils, justement, parce que ça tourne beaucoup autour de l'instrument, enfin, de la fabrication, la production de l'instrument, c'est-à-dire de quelque chose dont d'autres pourraient s'emparer au quotidien, ou est-ce qu'il y a cette idée-là derrière, Ça se me- démocratise, Bah, il y a une communauté de gens qui utilisent ce genre d'outils qui est beaucoup axée sur le partage de bouts de choses comme ça. Donc, des espèces de briques logicielles, pas forcément des choses finies, c'est-à-dire que là, ce programme que j'ai fait pour ce projet-là en particulier, je ne vais pas le transmettre comme ça tel quel, parce que déjà d'une part, c'est un peu impossible pour quelqu'un qui ne le connaît pas bien de s'en emparer, parce qu'il faut y avoir un boulot vraiment conséquent à faire pour le documenter, pour pouvoir le rendre utilisable par quelqu'un d'autre. Et puis parce que justement, il faut mettre aussi quelque part une frontière entre qu'est-ce qu'on considère comme étant l'outil, l'instrument et l'œuvre qu'on va faire avec tout ça. Et cette frontière, elle est souvent assez floue, parce qu'un bout de code, tout ça, c'est des morceaux de code assemblés. Donc il y a des choses parfois que j'ai empruntées aussi à d'autres. Il y a des petits fragments qui sont des espèces de briques, un peu comme des briques de mécano ou de Lego qui ont des fonctions. Donc ça, c'est vraiment des espèces des bouts d'outils. Puis quand on commence à en assembler beaucoup ensemble, ça commence à ressembler pour moi, à une espèce d'instrument. Et puis si c'est quelque chose de vraiment génératif, ça peut devenir en soi le cœur même d'une œuvre interactive ou d'un dispositif génératif. Donc il n'y a pas de frontière fixe dans tout ça, il faut se donner, je pense, une espèce de limite, dire ça je veux bien le partager, ça aussi parce que c'est un exemple de comment faire des choses, et puis après quand c'est au-delà, ça devient quelque chose qui m'est vraiment propre, et puis qui n'a pas de sens à rendre public, ou parce que j'estime que c'est vraiment lié aussi à mon travail. Mais donc oui, ça fonctionne beaucoup comme ça, je partage des choses, très volontiers, mais pas tout. Merci à vous. Merci.
j'interpelle aux étudiants pour